Le retour de cette nuit de l'IA sur BFM Business, un grand merci d'être avec nous. On va encore aborder deux sujets passionnants. Tout à l'heure, ce sera l'intelligence artificielle et la défense. Mais pour débuter, place à l'éducation qui est au cœur aujourd'hui des préoccupations de notre société. Pour en parler, Frédéric Simotel est avec nous, qui va piloter ce débat. Bonsoir Fred. Bonsoir. Mon camarade, bien évidemment, à la rédaction de BFM Business. Et nous sommes avec Gilles Saint-Balista. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Vous êtes vice-président conseil expert data Science AI chez CGI, qui est une société de conseil et de services numériques. Et à vos côtés, Jamal Latif. Bonsoir Jamal. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine, chercheur en intelligence artificielle. Messieurs, avant de vous donner la parole, je vous propose de nous plonger justement sur cette intelligence artificielle qui est déjà partout, par exemple dans le monde professionnel. Et pour cela, les écoles de commerce proposent de nombreuses formations dédiées à l'IA afin de permettre justement aux futurs ingénieurs de maîtriser ces outils pour optimiser leur temps de travail. Je vous propose de regarder et d'écouter ce reportage de Léa Arrojo à Neoma Business School. C'est à Rouen et on revient après. Bonjour à tous. Bonjour. Dans cette classe, les étudiants assistent à cette nouvelle formation animée par Alain Goudet, directeur général adjoint chargé du numérique à Neoma Business School. Ici, les élèves apprennent à comprendre, maîtriser et utiliser l'IA sous toutes ses formes. C'est effectivement fondamental de se former aujourd'hui à l'intelligence artificielle parce que déjà, dans le monde du travail, énormément d'entreprises partout dans le monde, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le type de métier, ces entités vont être impactées en fait par cette technologie. Objectif, permettre aux futurs ingénieurs, managers ou chefs d'entreprise de s'adapter aux futurs défis du monde du travail. Pour Lily, en deuxième année de master, c'est un atout essentiel de son CV. J'apprends déjà les fondations de l'IA, le futur de l'IA. Après, on a des cours un peu plus techniques, le machine learning, le deep learning. Le but étant de maîtriser un peu l'IA pour pouvoir la vendre, par exemple, étant donné qu'on a quand même des profils qui restent des profils de commerciaux. Aujourd'hui, la demande explose au sein des entreprises et les offres d'emploi liées à l'intelligence artificielle générative sont en hausse de plus de 400% à l'échelle mondiale depuis 5 ans. Les impacts de l'IA générative, spécifiquement, amènent effectivement des gains d'efficacité, de performance et de productivité. En moyenne, les études montrent que ce gain est autour de 30% à peu près. En 2023, Neoma a formé plus de 6200 étudiants à l'intelligence artificielle. Alain Goudet espère désormais former l'ensemble des étudiants de l'établissement. Voilà, reportage signé Léa Arrojo. Frédéric, voilà un exemple concret de la puissance de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde de l'éducation. Oui, exactement. Et ça change beaucoup de choses aujourd'hui dans l'enseignement. Justement, je posais ma question à Jamal, comment l'IA, justement, transforme aujourd'hui la façon d'enseigner. Oui, donc l'IA, ça a été dit. Dans le reportage, on voit comment les écoles s'adaptent à l'arrivée de l'IA générative. Mais il y a l'IA générative. Elle est là, elle est présente, mais il y a d'autres formes d'IA, on reviendra un peu là-dessus, qui ont aussi leur intérêt dans comment aider à apprendre. D'accord ? Donc l'IA aujourd'hui, on en parle parce que depuis 2 ans, ChatGPT est arrivé aussi dans les classes. Oui. On s'est rendu compte en tant qu'enseignant, quand on donne un devoir, notamment dans des matières où il y a beaucoup de rédaction, beaucoup de synthèse, les étudiants naturellement utilisent ces modèles-là, et ils ont raison. Il ne faut pas limiter les usages, il faut surtout accompagner les étudiants à mieux les utiliser. C'est ce que font désormais les écoles, c'est ce qu'on fait nous aussi à Dauphine, où je suis vice-président en charge aussi de ces questions-là. On accompagne la formation de l'ensemble de nos étudiants. Donc, dans toutes les formations, on a des formations spécialisées. On a créé une double licence, IA et sciences des organisations. On a créé des masters. Mais il faut travailler sur l'AI literacy, la littératie en IA. Donc, on a ce programme où tous les étudiants qui sortent de notre université, il faudrait qu'ils sachent déjà quels sont ces outils, comment ils vont être utilisés dans leur métier de demain, et surtout, bien comprendre comment ça marche, et surtout, comprendre ce qu'il ne faut pas faire avec ces outils-là. Donc aujourd'hui, il y a cette focalisation sur l'arrivée de ces outils dans les salles de classe. Ça change la façon de travailler des étudiants, mais aussi des enseignants. Donc moi, en tant qu'enseignant, évalué par un rapport, ça n'a plus trop d'intérêt en réalité. Donc les étudiants vont utiliser ChatGPT, Gemini, il faut citer d'autres. Mais justement, ils ont le choix maintenant. Le fait que ces IA soient entraînées sur du savoir américain quelque part.
Oui, alors c'est du savoir américain, mais sur le savoir qui est sur Internet. Enfin, après, il faut savoir ce que c'est que la notion du savoir, sur ce qui existe sur Internet. Donc, la vraie question, c'est quelle est la donnée. Est-ce que le savoir est universel? C'est un peu la question. Ou est-ce qu'il est... En tout cas, ce qu'on apprend, alors c'est une question plutôt technique, sur la façon d'écrire le savoir est quelque part universelle. La grammaire, on peut la retrouver. Et donc, oui, donc tout ça est entraîné sur tout ce qui existe sur Internet. Il faut aussi le dire. Ça veut dire que ce sont des modèles qui peuvent dire des bêtises. Donc, tout à l'heure, on a entendu parler de la notion de l'alignement, comment instruire ces modèles pour qu'ils disent moins de bêtises. C'est ce qu'il faut qu'on dise aussi à nos étudiants. Ce sont des outils très puissants pour aider à la rédaction, pour faire la synthèse. Et alors justement, Gilles, donc il ne faut pas l'interdire, qu'on soit bien clair. Il faut l'encourager, il faut la maîtriser et la mettre à disposition dans de bonnes conditions. C'est un vrai accélérateur de toute façon sur la productivité, à bon escient, encore une fois. Et donc il faut être vigilant sur ça. Ce que tu disais, Jamal, c'est qu'effectivement, c'est la consolidation finalement d'un savoir ou d'une connaissance universelle qui est partagée. Maintenant, comment on y accède, comment on l'utilise et ce qu'on en fait, ça reste notre décision à nous humains, en fait. Alors, Jamal, à quoi ressemblera en fait le prof de demain? Alors, peut-être que ce sera un robot, on verra un avatar, certainement. Mais voilà, qu'est-ce qu'il va enseigner? Quels outils? Quelle façon d'enseigner? On l'a déjà un peu dit. Oui, en réalité, le prof de demain, il est déjà là. En fait, le métier d'un prof d'aujourd'hui n'est pas celui d'avant Google, n'est pas celui des années 80. En réalité, quelque part, nous, enseignants, on s'est transformés parfois en curateur de la connaissance. Comme moi, quand je crée un nouveau cours, je regarde déjà ce qui est disponible, on va dire, aux États-Unis, au MIT, à Harvard, mais aussi à l'EPFL. Donc, il y en a cette diffusion conséquence du savoir. Et donc, notre rôle... Alors, plus comme avant, on va à la bibliothèque, prendre le savoir à la source, du savant qui a introduit le concept, et on essaye de rendre ça digeste et mettre sa pédagogie envers les étudiants. Voilà. Donc c'est là l'idée. Aujourd'hui, on a ce savoir qui est là, qui est partagé. Le rôle du prof, c'est de faire de la curation, construire ça en pédagogie, en méthode de travail. Notre rôle, c'est, dans une classe, c'est d'aller chercher le regard de celui qui semble être perdu. C'est de l'interaction. L'apprentissage, c'est de l'interaction. Et quitte à aller jusqu'à la personnalisation, est-ce que l'IA peut permettre justement une plus grande personnalisation de l'enseignement? En tout cas, l'IA, c'est une autre définition de l'IA, c'est pousser vers la personnalisation. C'est ce qu'on fait avec les outils de recommandation. Et ça peut être intéressant pour des élèves. Aller chercher là où ça chope, là où... Parfois, il y a des élèves qui ont du mal à poser des questions, qui ont un apprentissage plus lent que les autres. Donc, il faut l'utiliser comme une aide, un appui. Mais j'insiste, l'apprentissage se fait aussi par interaction avec les pairs. L'apprentissage, ce n'est pas une finalité. La connaissance, elle est déjà existante. Elle est existante dans les livres. Aujourd'hui, elle est existante sur Internet. Et aujourd'hui, moi, je pense que les LLM, ils ont juste résumé tout ce qu'on connaît comme connaissance en mémoire. Ils ont mémorisé ça. On peut interagir avec eux. Parfois, ça dit des bêtises, mais la recherche va avancer. Mais il faut garder en tête que l'apprentissage, c'est un processus. Il faut qu'on apprenne à comment apprendre à raisonner, apprendre à avoir un esprit critique. Donc le rôle de l'enseignant, c'est de revenir sur la base de ce que c'est que l'apprentissage. Alors ça, c'est juste, on n'est pas là pour accumuler du savoir, on est là pour aller chercher le savoir, raisonner à partir de ce savoir. Et donc, comme toujours, l'IA est un outil qui peut aider à focaliser le rôle de l'enseignement sur ce qu'il y a de fondamental. Et donc, Gilles, le relationnel, le contact humain, ça reste essentiel. Alors, c'est essentiel à plusieurs niveaux. D'abord, ça fait partie du processus d'enseignement et de formation d'un individu qui ne peut pas graviter seulement à bachoter en fait sur des bouquins, ça marche pas ça. Par contre, ce qu'ouvre comme possibilité cette nouvelle technologie, c'est peut-être d'observer l'étudiant automatiquement avec de l'IA. C'est déjà ce qu'on fait d'ailleurs chez CGI à 3 niveaux, observation des comportements du visage, des gestes et même du discours pour l'aider à insister sur les points où il a peut-être des carences ou des difficultés. Et bref, c'est dans ce sens que l'hyperpersonnalisation peut aider l'enseignant à localiser les cœurs de difficulté. On fait la même chose au niveau de l'entreprise. On se dit que les trajectoires de carrière vertueuses, par exemple, dans les grands groupes, pourraient être singées pour pouvoir les accompagner dans des gens qui se retrouvent dans les mêmes situations virtueuses, juste les pousser, les accompagner à progresser. Donc c'est une vraie rupture d'usage quand même. Je ne rentrerai pas dans le débat de l'intelligence parce que vous connaissez mon point de vue là-dessus, mais en réalité, ça accompagne énormément sur l'accès et la consolidation de la connaissance. Et la mise à disposition et la vulgarisation en fonction de la capacité à comprendre. C'est ça qui est un petit peu nouveau aussi. Donc oui, c'est un périmètre où elle va vraiment trouver
à s'épanouir. Mais il faut à la fois conditionner le professeur, ce que tu as oublié de dire ailleurs, et l'étudiant. Il n'y a pas que l'outil et le moyen, il y a effectivement tout le process d'apprentissage. Et c'est vraiment très enthousiasmant de le revoir, de le repenser, comme travailler l'esprit critique. Plutôt que de dire que ChatGPT fait des erreurs, des hallucinations, entraînons l'esprit critique pour que l'étudiant les trouve. Voilà, on est plus malin quand même. C'est pour ça que, d'ailleurs, on le dit toujours dans nos émissions avec François, laissez ouvert le ChatGPT avec un contrôle, enfin évidemment, qui n'est pas de bêtises. C'est un outil, en fait. Oui, c'est un outil, mais qui doit avoir une vérification finale faite par l'homme. Parce qu'il se trompe. Et la question sur la connaissance, est-ce que toute la connaissance, parce que là avec cette IA, on a l'impression, voilà, autant avec les moteurs de recherche, on doit quand même faire un petit effort d'aller chercher des choses, autant là avec cette IA, on a cette connaissance qui devient disponible à tout le monde. Mais est-ce que c'est vraiment bien d'avoir cette connaissance disponible à tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de facilité Non, je pense que la connaissance, il faut qu'elle reste partagée. Je pense qu'on dit que c'est le seul bien. Dès lors qu'on le partage, il se multiplie. Donc plus on partage la connaissance, plus elle va se multiplier. Et plus c'est vertueux. Plus c'est vertueux. Et il faudrait qu'on ait une connaissance qui soit ouverte, pas le propre de quelques-uns ou quelques firmes. C'est très important, y compris sur cette question fondamentale de partage de la connaissance, c'est qu'elle soit ouverte. Donc il y a un vrai enjeu sur l'ouverture de ces modèles. Maintenant, oui, donc ces modèles, on parle des modèles de langue principalement ici, dans lesquels on mémorise, on résume l'ensemble de ce que l'humanité a produit finalement comme connaissance. Donc on met tout ce qu'on a numérisé dedans, c'est appris sur tout Internet. Oui, forcément, il y a des connaissances dedans. Donc c'est la façon de générer le texte qui est faite de façon un peu, on va dire, bout de mot par bout de mot. Mais dedans, on a résumé quelque chose. Maintenant, comment arriver à déceler, à faire des corrélations entre des concepts cachés? Pour l'instant, c'est pas automatisé. Et c'est l'humain, par son prompt, qui peut aller chercher des corrélations. Ça lui donnera des résultats. Donc le résultat va être critiqué par celui qui le reçoit, et ainsi de suite. Donc oui, enfin... Et Gilles, vous en avez indiqué un mot. Comment on transpose ça justement dans le monde de l'entreprise? Bien, c'est la notion de connaissance et de partage de la connaissance, elle n'est pas aussi philosophique que celle que tu proposes. Tout n'est pas partageable, évidemment. Dans certains contextes, vous allez parler après du militaire, etc. Enfin, il y a des sujets, c'est absolument pas possible. Donc il y a aussi cette question quand même, je contrôle un petit peu ce que je mets en entrée et comment je le restitue. Ça, c'est un point vraiment important. Par contre, il y a une autre facette de tout cela, c'est qu'on va découvrir des choses ou des innovations sur lesquelles on est passé juste à côté, en fait. Et le fait de pouvoir consolider cette information avec un contexte beaucoup plus large, nous, humains, de le voir, cette association qu'on n'aurait pas vue avant. Donc on va essorer un peu plus le savoir, c'est une conviction personnelle, je vous l'accorde, pour trouver des choses qu'on est passé peut-être à côté. Donc ça va être générateur et créateur de nouvelles idées. L'IA est capable de nous emmener vers une piste à laquelle on n'aurait pas pensé. À laquelle on n'a pas pensé. Alors par contre, il y a un débat aussi de fond, c'est est-ce qu'on a besoin, on veut donner accès à toute forme de connaissance à tout le monde. Ça, c'est aussi philosophique et politique suite à ce qu'on se disait. C'est-à-dire, est-ce que je mets à disposition toute forme de connaissance à tous? Et là, ça dépasse un petit peu... le propos d'aujourd'hui. C'est un autre débat qu'on ne va pas ouvrir ce soir, puisque on est d'accord. Le temps nous est compté. En tous les cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Gilles Saint-Balista, vice-président conseil expert data science et AI chez CGI, et Jamal Latif, professeur à l'université Paris-Dauphine, chercheur en intelligence artificielle.